Médéric Alzheimer, je vais demander à deux femmes de monter sur scène pour récompenser et pour remettre ce prix éthique et société. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière avait été récompensée une photographe, Pascal Lord, pour ses photographies Lumière de mémoire. Virginie, venez. Madame Frémontier, montez. Je vous demande de les accueillir. Très brièvement, si vous êtes tous là en partie, c'est grâce à Virginie Ponel, qui est un des piliers avec Emmanuel Hirsch de l'espace éthique Île-de-France et de la RMA. Du coup, je la remercie très chaleureusement pour avoir organisé tout ça. Et Michel Frémontier, directrice de la Fondation Médéric Alzheimer. Donc je vais vous laisser le micro et je vais vous laisser en dire plus sur cette récompense. Rassurez-vous, nous ne serons pas très longues, parce que je pense que vous avez faim. Donc pour la 3e année consécutive, la Fondation Médéric Alzheimer et l'espace de réflexion éthique sur la maladie d'Alzheimer a récompensé un mémoire de recherche dans le domaine de l'éthique appliquée à la maladie d'Alzheimer. Simon m'a enlevé les mots de la bouche sur Pascal Lord, dont vous avez vu un échantillon de son travail hier après-midi pour les chanceux qui étaient là. Voilà. Le jury a eu beaucoup de mal à ne récompenser qu'un seul mémoire, donc il a été obligé d'avoir un certain déchirement en récompensant 2. Il a fait un premier prix et un coup de cœur, voilà, dont je vais laisser Michel vous parler quelques minutes, parce que je pense que vous avez toujours faim. Merci. Bien sûr, le fait d'être courte n'engage que Virginie. Tout le monde sait que je suis bavarde. Bon, la règle, on essaye quand même de laisser quelques moments aux lauréats pour s'exprimer, mais il faut quand même que je dise en 2 mots ce qui a touché notre jury, au point d'ailleurs d'attribuer 2 prix au lieu d'un. Et touché parce que finalement, on en a un petit peu parlé. Ce matin, on a dit une maladie du cerveau, une maladie de la mémoire, une maladie de l'esprit, ce qui était déjà mieux. Mais je n'ai pas beaucoup entendu le terme d'émotion. Alors, je vais l'employer à dessein. Pour nous, on était là pour juger sur la qualité de travaux universitaires, mais aussi on a éprouvé une grande émotion, et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons décidé d'attribuer 2 prix et non pas un seul, parce que les 2 lauréats ont choisi d'aborder les questions que nous leur posions au travers de cet appel à prix en y répondant d'une manière qui nous a beaucoup touchés, qui a d'ailleurs été un peu pour moi le filigrane de la matinée. C'est finalement peut-être l'angle le plus secret de ce que nous sommes, c'est celui de l'identité. Parce que parler de son identité, c'est s'interroger sur ce que l'on est, c'est s'inscrire dans la vie même. Et souvent, Emmanuel parle de rester dans le temps présent. Alors l'identité, c'est ce qui nous constitue, c'est ce qui résiste à tout, mais c'est aussi ce qui peut bouger avec nous tout en demeurant présent. Et autre chose nous a touchés chez nos lauréats, c'est qu'on leur avait demandé ce qui ferait des petits sous qui toucheraient. Et là, si on devait donner un indicateur pour savoir comment juger, eh bien là, on voit tout de suite à qui on a affaire. Parce que nos 2 lauréats ont tous les 2 expliqué ce qu'ils allaient faire de l'argent qu'ils recevraient. Et vous l'aurez deviné, cet argent, ils le consacreront à l'action sur laquelle ils ont travaillé. Et ça aussi, c'est de l'éthique. Alors, on va commencer avec le prix coup de cœur de 1 500 € qui est attribué à Marie Bernard. Je demande qu'elle vienne à la tribune. On peut l'applaudir. Pour son mémoire de DU réalisé avec Anne-Sophie Rigaud, de la réminiscence au livre. Alors, c'est un personnage un peu étonnant dans notre univers, puisque son métier, c'est d'être biographe familial. C'est quand même plus rare que d'être neurologue. Et elle fait un beau métier, puisqu'elle accompagne des personnes. Fabrice Zille parlait ce matin du temps de Proust. Et bien pour moi, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a aidé des personnes et leurs familles dans cette quête du temps qui n'est plus perdu, qui est le temps retrouvé. Et après tout, c'est le point ultime de la rencontre, de la recherche. La construction de l'histoire de sa vie, de son vivant, pour la transmettre à ses proches, mais aussi pour en faire ce que l'on veut qu'elle soit, la forger soi-même.
c'est s'inscrire dans le temps, c'est s'inscrire dans la mémoire collective et c'est garder la parole. Voilà. Donc je vous refais toutes les félicitations du jury. Je vous remets le diplôme et le chèque. Merci. Merci. Merci la Fondation Médéric Alzheimer, merci les REMA pour cet honneur qui m'est fait ce matin. Moi, je suis plutôt quelqu'un de l'écrit, alors je vais tâcher d'être assez brève, mais c'est vrai que la rédaction d'Histoire de vie et la maladie d'Alzheimer qui se rencontrent, pour moi, c'était quand même quelque chose d'assez logique, parce que écrire sa vie, c'est d'abord lui donner un sens, rassembler des souvenirs épars dans un lieu choisi, qui est celui du livre, pour le transmettre, pour en faire quelque chose de rond, de cohérent. Et je pense que ça peut aider à regarder devant. Et puis, c'est aussi vouloir transmettre, vouloir pérenniser un parcours de vie qui participe d'une identité, qui est, dans ce cas précis, voué à s'effacer. Donc voilà, moi, à un moment donné, faire bénéficier de ce service des malades d'Alzheimer était une évidence, un peu comme une réponse possible en fait à cette souffrance fondamentale qui est de se dire à un moment donné je ne pourrai plus m'exprimer et j'ai quand même le droit de dire ce que je veux sur ma vie et sur ce que je souhaite aussi à l'avenir. Cette souffrance pour moi c'est la personne évidemment malade, c'est aussi la famille. Et travailler avec les malades d'Alzheimer, c'était aussi une prise en compte très importante, plus que d'habitude sans doute de la famille, pour cette inquiétude qu'elle avait de ce qui allait être fait de la parole du malade sur des propos un peu intimes qui allaient être diffusés. Et là, s'est posée vraiment toute la question éthique de on diffuse comment, à qui et qu'est-ce qu'on va en faire et quel contrôle là-dessus, parce que la famille avait vraiment besoin d'un contrôle. Des choses se sont mises en place. Au final, cet écart entre les attentes du lecteur et les propos du narrateur est permanent et je pense inhérent à la démarche de l'écriture de récits de vie. Là, c'est vrai qu'il a fallu faire attention et essayer d'apporter toutes les garanties aux uns comme aux autres. Ceci étant, voilà, je dis le lecteur, c'est les lecteurs, parce qu'il y a la famille, bien sûr, les proches, et puis il y a les moins proches. Il y a ceux qui ne sont pas encore nés, parce que les écrits restent, et puis il y a ceux qui ne sont pas encore rentrés dans la vie de la personne, parce que parfois, il y a des éléments biographiques qu'il est peut-être utile de faire savoir, en tout cas que les personnes ont envie, parfois, de faire savoir à ceux qui les prendront en soin plus tard, et qui peuvent aider en fait une prise en soin plus personnalisée, plus pertinente lorsqu'il y a eu des traumas ou des choses importantes que les gens estiment bon de devoir diffuser. Donc le récit biographique en fait n'était plus suffisant, donc j'ai réfléchi à une autre forme de recueil qui est plutôt une photographie identitaire qui puisse permettre dans un support d'écriture de relever les choix, les désirs, les valeurs, les goûts de la personne et ses désirs pour l'avenir, plutôt à destination des soignants, plutôt synthétique. Voilà, alors ça c'est là qu'ira le montant du prix, dans l'impression de ces premiers livres de vie. Et puis par ailleurs, il y a les biographies à destination des proches qui les englobent dans un même espace-temps commun, qui est fondateur pour les uns et les autres et qui les marque dans une lignée commune. Ça, c'est quelque chose qui a été testé auprès des malades avec la complicité de France Alzheimer 31, qui a permis en fait de développer des outils particuliers. Oui, je me dépêche. Et voilà, au final, les gens sont contents, les familles sont contentes, les personnes ont une revalorisation d'elles-mêmes, un outil aussi qui peut leur servir après. En fait, j'ai beaucoup de mal à... Je vais faire court. Voilà, donc voilà, c'est tout. Merci tout le monde. C'est difficile, c'est un sacré exercice. Merci beaucoup. Ce qui est intéressant aussi, c'est ce que vous avez dit à la fin, effectivement aussi, c'est le fait que vous avez adapté l'écriture même en avançant dans la rencontre avec les personnes atteintes de troubles cognitifs. Alors maintenant, il est temps de remettre le grand prix.
Annélie Lorrain pour son DU à l'Université de Bretagne occidentale. Alors, comme elle me l'a rappelé tout à l'heure, elle n'est pas une inconnue pour la Fondation. Et Marion Villès doit se souvenir d'elle, puisque nous l'avons aidée il y a quelques années sur une autre action qu'elle menait. Alors, parlait d'émotion, mais l'émotion, c'est vous qui en avez parlé admirablement bien dans votre travail, parce que vous commencez votre lettre pour soumissionner à ce prix en disant que tout est parti d'une émotion. Cette émotion, c'était de constater comment des résidents en établissement étaient habillés ou peut-être simplement vêtus. D'ailleurs, vous parlez très bien des mots, on a parlé des mots tout à l'heure, mais des mots pour parler, est-ce qu'on est habillé, est-ce qu'on est vêtu, qu'est-ce qu'on représente. Et votre émotion naissait de ce que la manière dont on s'occupait ou pas de l'apparence des personnes malades trahissait de l'épuisement des équipes ou du fait qu'elles pouvaient avoir des difficultés à passer du temps avec les personnes. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'à la fois, vous avez su faire preuve d'une grande humilité et pas considérer qu'en tant que médecin, vous étiez celle qui savait tout. D'autre part, vous avez résisté à la tentation de critiquer les soignants ou des familles qui parfois pouvaient aussi, pour des raisons de simplicité, ne pas faire attention à l'apparence des personnes. Donc, vous avez fait preuve d'humilité, de compréhension, et puis en même temps, vous avez su vous donner les moyens de trouver la voie juste pour affirmer d'une manière qui nous a beaucoup impressionné, très fine, très profonde, le rapport entre ce que nous donnons à voir de nous-mêmes, ce que les autres en perçoivent. Et vous nous avez bien montré dans ce travail comment notre identité, au moins sociale, et à travers de nos vêtements, c'était pas qu'une construction personnelle, qu'on était interdépendants dans le regard des autres. Et vraiment, on a été très admiratifs de ce saut d'un médecin hospitalier dans l'univers de l'éthique, de la sociologie, pour arriver à transformer ce qui au départ était une émotion, une indignation peut-être même, en méditation sur l'identité de ceux qui trop souvent deviennent invisibles et sur les moyens concrets de leur redonner cette identité. Voilà, je vous remets votre diplôme et votre flèche. Je reçois avec beaucoup de gratitude et d'émotion ce prix au nom des malades, de leurs familles, des bénévoles et des professionnels avec qui je travaille. Je travaille comme médecin gériatre au CHU de Bray. Je suis responsable d'un service qui accueille 152 personnes âgées en soins de longue durée, 118 en EHPAD. 84% des personnes présentent des troubles démentiels, en majorité liés à la maladie d'Alzheimer ou aux maladies apparentées. Vous l'avez dit, ce mémoire est né d'un étonnement de constater dans cet établissement l'usage très fréquent fait par les professionnels de vêtements utilitaires et souvent identiques. Les chemises ouvertes, les robes médicalisées, les joggings, les vêtements étant justifiés comme étant plus pratiques à utiliser. Imaginez, vous avez aimé porter des pantalons de toile bleu marine avec des chemisiers clairs, et puis la maladie a fait que vous avez dû quitter votre domicile, vous êtes rentré en hébergement, vous avez perdu la marche, vos mouvements sont devenus plus raides. Maintenant, vous êtes installé en fauteuil roulant et vous portez une robe que vous n'avez pas choisie, une robe médicalisée de forme parachute, en tissu synthétique et de couleur automne et qui laisse voir vos genoux. C'est de ce glissement du vêtement personnel au vêtement institutionnel, utilitaire, qu'est née la nécessité du questionnement de ce mémoire. Parce que le vêtement a un rôle important dans notre histoire, dans notre identité individuelle et sociale. Le vêtement s'inscrit dans le cours de notre histoire de vie. Le premier lien prénatal est un lien d'enveloppement, c'est la préparation de la layette. L'enfant va être habillé d'une pellicule chargée d'affect
L'adolescent, lui, va se décoller de cette enveloppe. L'adolescent va changer en se changeant. Le vêtement affiche un discours sur soi-même pour autrui. Le fil directeur de ce mémoire, alors, ça a été de comprendre les pratiques soignantes et comprendre la plainte des familles. En aucun cas, en effet, il ne s'agissait de juger. Comprendre les pratiques des soignantes, quand on interroge les soignants, la première chose qu'ils mettent en avant, c'est bien sûr le manque de temps et le manque de personnel. Et ça, c'est une évidence qu'on dénonce depuis de nombreuses années, c'est l'insuffisance de personnel dans les établissements pour personnes âgées. Toutefois, quand on observe les professionnels, on se rend compte que la simplification de l'habillement correspond pour eux à une économie de gestes. Quand la dépendance augmente, il faut soulager les gestes des soignants. Force est de constater que la mobilisation des malades génère une répétition de gestes qui sont coûteux physiquement. La fréquence des arrêts de travail en EHPAD est 2 fois supérieure à celle de la moyenne nationale. Et les lombalgies et les troubles musculo-squelettiques représentent la principale cause d'inaptitude au travail. Comprendre la plainte des familles. Pour les familles, les vêtements personnels vont devenir le linge du résident. L'établissement traite le linge du résident selon 2 critères, un critère qualitatif, le nombre de pièces, un critère quantitatif, le nombre de pièces, qualitatif, le propre et le sale. Pour la famille, garder ces vêtements presque immuables, c'est garder une zone d'intimité dans un environnement communautaire. L'établissement où je travaille, c'est 65% de personnes qui vivent en chambre à 2. Garder ces vêtements presque immuables, c'est aussi essayer de lutter contre le processus de transformation de son parent. C'est essayer de garder l'image de la personne au plus près de ce qu'elle a été avant la maladie. Alors le mémoire, c'était aussi accompagner les soignants et accompagner les familles. Accompagner les soignants, on s'est fait aider pour ça d'une ergonome. Elle est venue observer le travail des soignants, elle est venue s'entretenir avec eux et elle a abouti avec eux à élaborer une procédure qui leur permet de mobiliser les malades en sécurité, à la fois pour les malades et pour les professionnels. Accompagner les familles, c'est leur consacrer des temps dédiés de recueil de l'histoire de vie. Pendant ces temps, c'est aussi les aider à comprendre qu'il y a une évolution de la maladie et que même si la présentation de leurs parents doit être la plus proche possible de la personne aimée, il va falloir aussi prendre en compte les changements liés à l'évolution de la maladie. Alors, en pratique, ce prix va nous aider justement à rémunérer les travaux d'une couturière pour adapter des vêtements personnels aux contraintes physiques de quelques résidents et puis à acheter des vêtements à une société spécialisée, des vêtements adaptés, des vêtements neufs qui seront mis à disposition des familles au sein de la boutique qui est dans l'établissement. Je voudrais terminer en remerciant les aides-soignantes et les agents de services hospitaliers qui ont apporté leur témoignage sur la réalité de leur travail en EHPAD et en USLD et qui ont enrichi de ce fait mon travail. Je voudrais remercier les responsables du DU éthique et subjectivité, Jean-Michel Bols et David Jousset, et puis surtout les personnes qui ont suivi cet enseignement avec moi parce qu'ils ont accompagné avec beaucoup de bienveillance ma réflexion. Et puis je vous remercie, Fondation Médéric Alzheimer et REMA, pour ce précieux soutien aux malades, à leurs familles et aux professionnels. Merci.